Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Thématique d'aujourd'hui est celle de EDOF et du CPF. Donc, comment accéder à cette plateforme et au financement. C'est la thématique qu'on va aborder avec nos intervenants aujourd'hui de Docteur Certif. Et donc pour cela, avant de démarrer sur la présentation, déjà je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes et je vous présente les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc pour, les participants habitués, vous commencez, je pense, à les connaître, sur le bout des doigts, mais je sais qu'on a des personnes qui découvrent aujourd'hui les webinaires ICPF. Donc 4 gestes. Le premier est de, couper votre, téléphone, en tout cas le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries. Le deuxième consiste à l'utilisation de l'outil chat que vous avez à votre, disposition. Donc vous avez, 2 onglets principaux. L'outil chat d'un côté pour, faire part de vos remarques, de vos réactions sur des questions qu'on pourra vous poser et un deuxième onglet qui, sert cette fois plutôt à l'espace interrogation. Donc lorsque vous rencontrez une information qui vous semble, peu claire ou sur laquelle vous souhaitez avoir plus d'informations, utilisez, cet onglet, donc à bien différencier pour qu'on puisse faciliter la modération et enfin, le quatrième et dernier geste, c'est, celui du focus, donc focus sur la voix des intervenants et le support pour assurer, à tout le monde une, compréhension idéale. Alors, je vous pose une, 1 question pour, démarrer, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à répondre dans, la section chat pour, savoir si tout est en ordre et qu'on peut, continuer. Alors je vois les résultats, fusés. Parfait, OK. Donc je super pour Nathalie. Super. Bon, bah, écoutez, je vois qu'on est dans des conditions idéales, donc on va poursuivre avec, notamment, la présentation des intervenants. Donc je commence par me présenter. Je suis, Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF depuis 4 ans. Donc j'ai pu, acquérir au fil de ces années une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle. Donc là aujourd'hui, on évoque un sujet, encore, différent qui est celui, de la plateforme EDOF, du financement CPF, sur lequel, vont surtout intervenir, Justine et Jonathan ou Nils, c'est qu'il y a 2 prénoms, et donc je laisse la parole notamment à Justine qui va se présenter. Bonjour, alors déjà merci pour l'accueil pour ce webinaire Thomas. De rien. Justine Aspar, je suis accompagnatrice pour Docteur Certif. Je suis ingénieure pédagogique de métier et du coup j'accompagne donc à la certification Calliope, EDOF et aussi au titre RS et RNCP de France Compétences. Et je développe aussi des programmes et des outils pédagogiques pour des entreprises et des centres de formation. Et Nils, est-ce que tu peux te présenter maintenant à ton tour? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Thomas. Bonjour Justine, bonjour Thomas, bonjour à tous. Mais tout d'abord, je pense qu'il est encore temps, donc je vous adresse à tous mes meilleurs voeux pour 2026. Plein de santé, de succès dans ce que vous entreprenez et plein de succès sur EDOF et le CPF. Donc moi, en fait, je suis le président fondateur de Docteur Certif. Nous sommes un cabinet qui nous occupons à 360 degrés des organismes de formation. Donc, autant pour la partie Calliope que pour la partie EDOF qu'on va voir aujourd'hui, que pour la partie CPF, mais aussi sur le développement commercial et la gestion administrative des organismes de formation. Je pense qu'il est de bon ton qu'on fasse ce webinaire, parce que je n'étais pas plus tard que ce matin avec un certificateur qui me disait qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes de formation qui ne connaissaient pas l'existence d'EDOF. Or, c'est un prérequis nécessaire pour accéder au CPF, mais je pense que Justine va nous en parler mieux que moi. Mmh. Et je tiens à faire un laïus avant de démarrer la présentation. Donc aujourd'hui, Docteur Certif, intervient en tant qu'expert sur la thématique du CPF. Donc on est bien sur, une co-animation.
Tout Donc à les 2 fait. structures sont séparées, CPF d'un côté en qualité d'organisme certificateur qualité et Docteur Certif en qualité d'intervenant sur la thématique du CPF. Et d'ailleurs, je tiens à revenir aussi sur la notion de certificateur, puisque quand on parle d'EDOF, de CPF, le terme certificateur peut parfois avoir une double Double signification. sens. Donc, on a d'un côté les organismes certificateurs qualité, comme ICPF, qui délivrent des certificats qualité comme Calliope, et de l'autre, on a des organismes certificateurs professionnels qui, eux, sont propriétaires de certifications professionnelles référencées sur EDOF. Et donc là, on est vraiment sur 2 prestations différentes. Donc, quand on va employer ce terme pendant la présentation, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. En tout cas, nous, on tâchera d'être bien précis sur s'il s'agit de certification de qualité ou certification professionnelle en fonction de là où vous voulez aller. Alors, ceci étant dit, on va maintenant passer à la partie du plan. Vous découvrez un plan qui se découle en quatre temps. Une première partie dédiée à la présentation du CPF, ensuite deuxième partie sur la présentation du CPF et de EDOF, qu'est-ce que c'est? Troisième partie, le parcours pour référencer son offre et enfin quatrième et dernière partie, celle sur les questions-réponses. Donc vous avez un espace qui est dédié, à vos interrogations, à utiliser lorsque vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc on reviendra nous-mêmes sur, ces questions-là au fur et à mesure de la présentation, lorsqu'il y a un intérêt direct avec la slide qui va être présenté. Et sinon, on reviendra donc à la toute fin de la présentation, puisqu'on va avoir plusieurs dizaines de minutes, je pense, pour traiter l'ensemble de vos questions. Alors, ceci étant dit, donc, je présente de manière synthétique ICPF pour les personnes présentes aujourd'hui qui ne nous connaissent pas. Donc, ICPF, nous sommes un organisme certificateur qualité. Donc, nous délivrons plusieurs certifications comme Calliope, ICPF Pro et ISO. Je vous présenterai un peu plus en détail ces éléments-là par la suite. Et aujourd'hui, on se distingue sur le marché de la certification au travers de 5 axes que vous trouvez à l'écran. Donc, le premier axe, c'est la démarche qui est simplifiée au travers de la plateforme Noé. C'est une plateforme qu'on a développée nous-mêmes qui vous permet de vous engager dans des parcours de certification de manière plus fluide, mettre de côté vos gros classeurs, vos fichiers Excel et d'avancer plus sereinement avec une plateforme qui vous permet de gagner du temps. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, on s'investit uniquement en certification qualité dans le secteur de la formation, et ce depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Troisième point, c'est la proximité territoriale, donc de par le réseau d'auditeurs qui occupe tout le territoire français, y compris en Outre-mer, pour vous proposer des dates d'audit proches. Le troisième point, c'est le service client que vous retrouvez sur la plateforme Noé, sur le site internet. Et enfin, le dernier point, c'est le réseau, donc un réseau de 8000 certifiés que vous pouvez rencontrer lors d'événements comme celui-ci, donc un événement digital, mais aussi événements physiques avec nos ICPF Networking qu'on organise 2 à 3 fois par an. Pour faire le lien avec les offres de certification disponibles et la thématique du jour, donc je vais vous présenter ces 5 marches qui vous permettent de poursuivre votre développement en formation. Donc, le démarrage en formation, c'est ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut d'organisme de formation qui intervient aux côtés de professionnels. Ce statut va s'officialiser par l'obtention d'un numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est la première marche de l'escalier. Donc, c'est une démarche qui s'effectue auprès de la DRIT, de la DRIET en fonction de votre région, qui permet d'être reconnu par le ministère du Travail en tant qu'OF. Une fois que ce numéro est obtenu, l'engagement assez automatique se fait dans la marche 2, qui est l'obtention de Calliope pour, atteindre un niveau standard de qualité en formation, notamment, pour, l'accès au financement, mais aussi pour faire comprendre à vos clients le niveau de qualité de votre activité. Et marche 3, donc c'est, le cœur du sujet aujourd'hui, celle du CPF, qui dans certains cas peut s'atteindre avec Calliope uniquement, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser aux démarches complémentaires qu'il faut, entreprendre pour accéder à cette marche, du CPF au travers de la plateforme EDOF. Et ensuite, vous retrouvez donc 2 marches complémentaires qui sont là plutôt pour se différencier des organismes, certifiés Calliope.
une démarche de personne physique, ICPF Pro, donc en tant que formateur, en tant que consultant, faire comprendre à vos clients ce qui vous différencie d'autres acteurs sur un même secteur. Et enfin, la certification ISO 9001 ou 21001 qui vous permet d'accéder à d'autres marchés, à l'étranger ou même en France auprès de grandes entreprises. Donc cet escalier, gardez-le en tête puisqu'il permet vraiment de structurer votre démarche et on va s'intéresser aujourd'hui, bien entendu, à la marche 3 qui est celle, du CPF et je vous invite d'ailleurs à répondre à un premier sondage qui vous a été, alors c'est le deuxième sondage, pardon, qui vous a été partagé, à savoir où, vous en êtes aujourd'hui dans l'escalier de la qualité. Donc, ça a été partagé en bas à droite de votre écran. Il y a une notification qui est apparue et peut-être que pour les personnes qui ne l'ont pas vu, vous devez cliquer sur le raccourci, enfin le bouton Apps, dans lequel ensuite vous avez l'accès au sondage. Alors, on a les résultats qui évoluent au fur et à mesure. Donc, on est en majorité en présence d'organismes qui sont engagés déjà dans la certification Qualiopi. Alors, vous pouvez éventuellement l'indiquer dans le chat si vous avez déjà obtenu la certification ou vous en êtes dans le parcours ou si vous êtes plutôt au début en train de préparer le prochain audit. Mais en tout cas, on est à 70% de participants qui en sont à la marche de Qualiopi. 13% sur la marche du CPF, donc qui a déjà une offre de référencé sur la plateforme EDOF. Et ensuite, donc au niveau de alors 13% si on additionne les deux, plutôt à la marche de l'engagement et du NDA, donc qui en sont encore au début de la démarche, qui cherchent déjà à trouver des solutions pour se développer. Alors peut-être déjà un premier commentaire, Justine, ou Nils sur ces résultats. Qu'est-ce que vous pensez de la répartition, qu'on a aujourd'hui en termes de participants? Justine, tu veux prendre la parole ou Bah, concrètement, moi, Comme tu veux. non, bah, ce que je constate, c'est qu'en effet, il y a beaucoup d'organismes de formation qui veulent être certifiés Qualiopi. Et puis, quand ils sont certifiés Qualiopi, il y a la marche du dessus, comme on l'a vu sur cette slide, et on va le voir aussi sur les prochaines. L'ouverture au compte EDOF, c'est le prérequis avant d'accéder au CPF. Et en fait, il y a encore beaucoup trop de personnes et d'organismes de formation qui l'ignorent. Donc, encore une fois, c'est vraiment bien qu'on fasse ce webinaire parce que ça va être plein d'informations pour tous nos auditeurs aujourd'hui qui vont pouvoir justement acquérir des connaissances là-dessus et pouvoir accéder au CPF ultérieurement. Justine, peut-être un mot en Oui, c'est ça, il plus? y a quand même une logique. Oui, bah, on voit la logique des participants, hein. La plupart ont passé le Calliope et du coup sont intéressés par ce webinaire pour aller sur la suite qui est du coup d'accéder à différents financements, dont celui du CPF avec les DOF, qui est du coup la suite logique quand on a un Calliope, vu qu'on ne peut pas accéder au CPF sans avoir été identifié Calliope avant. Alors, j'ai une première question de la part de Ludivine qui demande si la dernière marche est valide pour la Polynésie française, donc la marche ISO 9001 ou 21001. La réponse est oui. Les démarches ISO sont des démarches internationales et donc dans votre situation, la certification serait reconnue et vous permettrait d'accéder aux mêmes bénéfices que pour les autres entreprises qui seraient positionnées à d'autres endroits au niveau géographique. Alors, pour entamer le sujet du CPF et de EDOF, déjà, on va commencer par les bases. Alors, qu'est-ce que le CPF? Même si on en entend beaucoup parler, on va poser le cadre. Donc, le CPF, c'est un financement, un type de financement parmi d'autres. C'est le compte personnel de formation. C'est l'un des financements les plus utilisés en France. Alors, il est réputé puisqu'il est accessible, y compris pour des particuliers. Donc, c'est la différence par rapport à d'autres dispositifs qu'on a en formation professionnelle. Toute personne en activité professionnelle en France
peut en bénéficier puisqu'il va cotiser chaque mois sur ces fonds. Et donc, en termes de chiffres, vous les avez à l'écran, c'est 2,5 milliards d'euros de financement qui sont engagés et 1,4 million de dossiers de formation financés. Alors pour le reste des informations, je vous laisserai voir le support. Le but n'est pas de lire toute la slide, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un financement qui est assez dynamique puisque vous avez un intérêt aujourd'hui en tant qu'organisme de formation de pouvoir toucher à différents demandeurs et pas seulement ceux de la formation professionnelle. Là, on va vraiment à toucher un niveau particulier qui peut vous donner accès à ce financement-là. Alors et quand on parle de CPF, on parle aussi, de la plateforme EDOF qui, sert à faire le lien. Mais Justine, EDOF, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'EDOF, c'est l'application, c'est une plateforme officielle qui permet, qui est adossée au dispositif donc CPF, mon compte formation, qui permet du coup aux organismes de gérer leurs formations qui sont certifiées avec le CPF, donc les sessions, la documentation, c'est vraiment la plateforme qui n'est pas visible du côté des personnes qui ont leur CPF. Il y a vraiment deux côtés de la plateforme. Le côté où on va en tant que propriétaire de son compte de formation voir nos financements et quelles formations on peut sélectionner et du coup nos anciennes formations. Et le côté pour les organismes de formation, donc celles qui vous concernent un peu plus, où vous avez du coup l'ensemble de vos formations avec vos nombres de sessions, etc. Alors, il y a parfois aussi certaines informations qui peuvent circuler qui mènent à ne pas comprendre ce qu'est, la plateforme EDOF. Quelles sont ces fausses informations parfois qu'on peut voir? Ben, les DOF, c'est pas une marketplace classique, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on peut faire la vente et la promotion de sa formation à proprement parler. C'est pas un site internet qu'on peut utiliser pour soi-même. Pour faire ça, il vaut mieux avoir son site et du coup, ben, sur les réseaux, on s'implante avec son site internet, mais pas à partir de l'EDOF. C'est pas un dépôt qui est non plus si simple. Il y a quand même une réglementation à suivre, un suivi à avoir, et ça ne garantit pas les financements de manière automatique. C'est pas parce qu'on a déposé notre formation dessus qu'on a le droit de manière automatique à des financements. Et oui, du coup, ça reste quand même un levier avec des contraintes, étant donné que ça demande de l'investissement et une organisation, un peu comme pour le Calliope. Il faut avoir de la rigueur. Pareil pour les DOF, parce qu'on est quand même suivi et on peut ne plus avoir accès à les DOF, même si notre formation a été référencée et qu'on a eu droit à des financements. Alors, je vais prendre quelques questions, même si on ne fait qu'entrer dans le sujet, notamment celle de Aude, qui demande est-ce que EDOF est le nouveau Dokelio? Euh, c'est quand même différent. EDOF, c'est vraiment personnalisé pour la formation pure et dure quand même, donc pas forcément. Peut-être que ça viendra à évoluer, mais pour moi, il y a quand même une différence. Et une question de Cécile, on a vu tout à l'heure des chiffres sur les montants de financement. Cécile se demande si l'État contribue au CPF ou est-ce qu'on est seulement sur un financement qui est fait du côté des entreprises? Il y a un peu des deux, plus les entreprises, mais après, il y a un financement quand même de l'État. C'est vraiment un budget en forme d'heures plus qui est alloué si on travaille. On peut pas forcément avoir, on ne cotise pas à son CPF si on ne travaille pas. Ok. On va reprendre la présentation. Alors, quelles sont les informations essentielles qu'on peut avoir cette fois sur le financement CPF avant de poursuivre? Pardon, Thomas, j'ai pas compris ta question. Quelles sont les informations essentielles qu'on peut retenir sur le financement CPF?
Que c'est un droit individuel, que c'est vraiment attaché à une personne, qu'on ne peut pas du coup partager son financement avec d'autres personnes, hein. On a pu le voir à plusieurs reprises. C'est pas quelque chose qui se partage, c'est propre à soi. C'est limité en euros. On ne peut pas, c'est pas sous forme d'heures, comme je le disais, c'est quelque chose sur lequel on cotise parce qu'on a travaillé. On peut l'utiliser tout au long de sa vie à plusieurs reprises. Euh, c'est quelque chose qui continue de s'alimenter. D'année en année, on ne perd pas les financements. C'est géré par la Caisse des dépôts. Et par contre, ce n'est pas un budget libre pour toutes les formations. Il y a des formations vraiment spécifiques, donc qui sont référencées sur mon compte formation. Euh, Encore une fois, hein, si elles sont sur mon compte formation, c'est qu'elles ont été réglementées avant, qu'il y a quand même eu une rigueur et un regard sur ces formations-là pour qu'elles puissent apparaître. C'est pas un financement qui est automatique. Et encore une fois, ce n'est pas un outil marketing qu'on peut vendre pour avoir des offres. Alors, je vois là dans les questions quelques questions qu'on peut traiter pour mieux comprendre ce qu'est le CPF, alors notamment une question de Geneviève. Alors, vous avez mentionné en début de webinaire que EDOF était un prérequis au CPF, et là, vous dites que l'OF met ses formations référencées. Comment peut-on mettre ces formations si elles ne sont pas référencées? Alors, attendez, je relis la question. Vous avez mentionné au début du webinaire qu'EDOF était un prérequis au CPF, et là, vous dites que alors, parce que pour avoir du coup accès au CPF, il faut dans un premier temps donc aller sur la plateforme en tant qu'organisme de formation, référencer ces formations et du coup quand elles ont été validées, vous avez le droit du coup à accéder au CPF directement. Mais avant ça, du coup, il y a toute une réglementation qu'on va voir dans la suite des slides avec du coup tout ce qui va être prérequis, la formation pure et dure. Il faut que ce soit un vrai projet. Et suite à ça, quand elle est validée, elle, du coup, elle apparaît de l'autre côté, qui est mon compte formation, où, du coup, les propriétaires de leur financement peuvent voir votre formation directement sur la plateforme. Il y a une question de Je ne sais pas si Ludivine. c'est clair. Geneviève, n'hésite pas à répondre. Ouais, moi, je Oui. pense que si la question peut être approfondie, il faudra indiquer cela dans la partie chat. Une autre question de Ludivine qui demande si la plateforme EDOF est payante. Est-ce que l'OF doit payer pour accéder à cette plateforme? Non, c'est pas payant, mais par contre, ça demande du coup une rigueur personnelle avec des vrais engagements derrière. Et donc le fait aussi de faire la démarche de se référencer, ce n'est pas payant non plus. Enfin, en tout cas, si l'organisme décide de le faire avec ses propres moyens. Voilà, par ses propres moyens, non. Après, souvent, on conseille quand même de se faire accompagner parce que, comme je le disais, c'est pas parce qu'on met son offre sur EDOF que on a le financement automatiquement. Ça demande quand même beaucoup d'attention avec des exigences à retenir. Alors à ce moment-là de la présentation, peut-être que enfin c'est sûr même que cette slide va servir à bien distinguer les différents acteurs. Comment on peut bien faire la différence entre d'un côté CPF, au milieu mon compte formation et de l'autre la EDOF? Comment on fait le tri? Alors, le tri est simple. Le CPF, c'est un droit individuel qui est défini du coup par le Code du travail. Donc, c'est quand on travaille, on cotise de l'argent qui va directement c'est un portefeuille virtuel qui permet de cotiser de l'argent dessus et avoir droit à des formations. Ces formations-là, elles sont référencées comme un catalogue qui est mon compte formation, où on a l'ensemble des formations qui sont visibles par les bénéficiaires avec du coup un espace d'achat de formation. Si cette formation vous intéresse, vous la sélectionnez et vous la payez avec votre fonds de formation. Et de l'autre côté, l'EDOF, c'est l'autre vision de la plateforme que ont les centres de formation pour pouvoir déposer leur formation et la rendre visible aux bénéficiaires sur mon compte formation.
où du coup, comme je le disais tout à l'heure, on déclare sa formation, là on gère ses sessions et on peut la contrôler. Et aussi, c'est là où elles peuvent être suspendues ou déréférencées, pardon, si elles ne correspondent pas aux exigences attendues. Alors, il y a des questions dans le chat, des personnes qui se demandent ce qu'on peut réellement faire référencer sur la plateforme EDOF et donc passer par le CPF. Quelles sont les actions aujourd'hui qu'on peut enregistrer sur la plateforme? Alors, ça va être les certifications professionnelles, donc qui sont enregistrées au répertoire, je vais y arriver, pardon, au répertoire national des certifications professionnelles. Donc là, à la différence d'une formation RSCH, c'est une formation qui permet d'avoir un titre professionnel, qui nous permet de travailler sur notre territoire aujourd'hui. La deuxième action qui peut être éligible, c'est celle que je viens de dire, donc le répertoire spécifique des certifications et habilitations. Là, on parle d'une montée en compétences. On vient du coup approfondir un métier peut-être qu'on a déjà et où on veut avoir de nouvelles compétences. Oui, voilà, avoir de nouvelles compétences. Et à la suite de ça, on va avoir des actions de formation. Sur différents styles de formation et la préparation au permis véhicules légers et poids lourds. Les actions aussi de VAE et les bilans de compétences. Et donc pour une partie de ces actions qui sont éligibles au CPF, il y a, surtout sur la partie de droite de l'écran, la certification Calliope seule peut déjà servir à aller plus loin, mais plutôt pour la partie de gauche, vous aurez des démarches complémentaires à faire. Donc après, à vous de vous poser la question de si les actions de droite sont des actions que vous réalisez déjà ou que vous serez en mesure de mener, sauf s'il s'agit plutôt d'un projet de diversification de votre activité, hein, ça peut être le cas. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui, en tout cas par l'intervention de Justine et Nils, s'intéresser à la partie de gauche, plutôt de comment faire pour accéder à EDOF avec des actions RNCP, des actions RSCH, pour les enregistrer sur ces répertoires. Une fois que cette action est identifiée, il y a tout de même un niveau d'exigence à atteindre, une conformité à démontrer, sur 2 points. Donc d'un point de vue réglementaire et aussi du point de vue, du CPF, quelles sont ces différentes exigences? Alors, les différentes exigences, ça va être d'un côté réglementaire, donc comme vous avez parlé tout à l'heure des différentes échelles, on va avoir donc être déclaré en tant qu'organisme de formation, donc avoir obtenu son NDA et d'avoir la certification Calliope pour les actions que l'on veut, que l'on dépose. Si par exemple on veut une formation, on fait un dépôt de formation, action de formation, il nous faut action de formation. On ne peut pas déposer avec la VAE si on n'a pas, par exemple, vous voulez déposer une action de formation, mais vous avez passé le Calliope que VAE, vous ne pourrez pas déposer sur EDOF. Le côté spécifique aussi au CPF, c'est qu'il faut qu'elle corresponde vraiment à une certification, donc du coup qu'elle soit référencée RS ou RNCP, qu'elle ait un référentiel de compétences, donc vraiment détaillé avec l'ensemble des compétences qui vont être vues pendant la formation et le programme. Et suite à ça, donc les modalités d'évaluation qui doivent être conformes et une traçabilité donc avec les émargements, les évaluations et les preuves avec le contrat ou la convention qui est signée au préalable de la formation. Alors on n'a pas parlé des CFA. Est-ce que les CFA peuvent prétendre à l'accès, au CPF? Ça fait partie c'est une question de Sabrina notamment. Ben là, on parle plus d'un apprentissage, donc c'est différent. On peut pas forcément, c'est pas les mêmes financements pour un apprentissage. Donc le CFA ne peut pas, Là, c'est vraiment non, c'est plus les actions de formation, VAE et bilan de compétences. OK. Une,
Alors on reprendra plutôt les questions vers la fin, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des incompréhensions sur, la logique de parcours entre, EDOF et le CPF. C'est je pense que c'est en lien avec la question qui avait été posée par, Geneviève au début. Donc Lionel demande, juste pour être certain d'avoir bien compris, quand on dépose sa formation sur EDOF, doit-elle être préalablement référencée? Oui, il faut en fait qu'elle soit référencée avec un titre RS ou RNCP, tout dépend de la nature de votre formation. Donc en fait, si je prends, un parcours, donc en premier lieu, je fais référencer ma formation sur un répertoire, donc soit RS ou RNCP. Une fois que cette action est référencée, là, je peux entamer des démarches, à partir de la plateforme EDOF pour, demander à ce que ce soit enregistré sur la plateforme et qu'elle soit accessible après, via mon compte formation à des titulaires de leur compte CPF pour l'acheter. C'est ça. Mmh, OK. Alors, on reviendra, je pense, sur, la notion de parcours. On va maintenant, prendre un peu plus, le côté, opérationnel. Donc, lorsque, un organisme, a un projet d'accès, au CPF, quelles sont les principales, difficultés qu'il va rencontrer et qui pourraient le ralentir dans cette avancée? Mais les refus de référencement, donc la question que tu venais de me poser, Thomas, que la formation ne soit pas forcément référencée et reconnue. Euh, et donc là, déjà, c'est un premier palier, c'est le plus gros palier, à mon avis. Et donc le deuxième, ça va être les demandes de correction. Donc bon, ça, c'est juste, on perd du temps, mais on finit par y avoir accès. Et la dernière, donc, ça va être la suspension du référencement par manque de réglementation ou de contrôle. Euh, oui, donc oui, c'est bien ce qui est dit. Ces difficultés, c'est pas souvent lié à la plateforme, mais plutôt à une structuration inadaptée à l'offre de la formation. Parfois, le programme ou la montée en compétences n'a pas forcément de lien direct avec le projet de formation qui est derrière. Mmh. Alors C'est on pour va ça que c'est maintenant toujours mieux de se faire accompagner. mmh. Pardon. On v non, en fait, je pense qu'on a un léger décalage, entre nous, Justine, ce qui fait que quand j'ai fini de poser une question, il y a Ah, peut-être une seconde ou 2 où, le temps que ça passe par, nos câbles, que tu l'entendes, et du coup, inversement, quand tu parles, je pense que tu as parfois l'impression que je te coupe la parole. Donc on va entamer la partie 3 du webinaire, donc sur, le le comment, faire pour, accéder à la plateforme, pour référencer son offre. Alors pour, commencer, il faut bien comprendre, avant de s'engager dans un projet de référencement de votre offre sur, EDOF, c'est qu'il y a, 3 stratégies, à visualiser. Heu, dans certains cas, la certification Calliope seule peut suffire. Donc c'est ce qu'on appelle proposer des actions éligibles de droit, soit avec, du bilan de compétences, soit avec de la VAE. Et si, vous décidez de vouloir, choisir les actions de formation comme étant, les actions que vous souhaitez faire référencer, là on est plutôt sur, les stratégies 2 ou 3. C'est-à-dire que vous allez devoir faire le choix entre obtenir une habilitation auprès d'un certificateur, professionnel qui lui est déjà propriétaire d'une action de formation certifiante, ou alors, troisième possibilité, c'est qu'avec, votre offre de formation, vous décidiez de la rendre certifiante par vos propres moyens, avec ou sans accompagnement. Donc là, on va voir en quoi, l'accompagnateur peut, vous aider dans ce projet puisqu'il y a, des obstacles qui pourraient vous aider à être franchis. Donc voilà. Est-ce que vous préférez, enfin, c'est peut-être pas une question de préférence, mais, en fonction de l'action que vous voulez faire référencer, dans certains cas, Calupi suffit et après, de l'action de formation, choisir entre la stratégie 2 ou 3. Alors, par rapport à ces 3 possibilités, aujourd'hui, quel est votre projet pour accéder au CPF?
on vous partage le sondage et on va pouvoir identifier la proportion de personnes qui souhaitent suivre une stratégie ou une autre. Et on va prendre en attendant quelques questions. Et je vous informe d'ailleurs que vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, de notre côté, ça nous sert de repère, savoir lesquelles vous intéressent le plus en termes de priorité. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, étant donné qu'elles sont pour l'instant à peu près tous au même niveau. Une question de alors ça du coup ça évolue. Une question de Jérémy. Comment faire pour faire certifier sa propre formation? Quelle démarche entreprendre? Donc ça, on va le voir dans quelques instants. On ne va pas du coup, répondre, tout de suite, c'est l'objet de cette partie, 3 de webinaire. Question de Hervé, donc si je comprends bien, si on a une formation simple, action de formation non certifiée, RS ou RNCP, on ne peut pas se mettre sur EDOF et donc pas possible d'être CPF. Dans l'état, oui, si, cette offre n'est pas enregistrée sur, ces 2 répertoires, vous ne pouvez pas et donc l'étape est de justement aller plus loin dans le parcours pour le faire. Une question de Stéphanie: comment sont fixés les prix des formations publiées sur le CPF? Est-ce qu'il y a un taux horaire, Justine? Ça- c'est que ça dépend en fait du style de formation. On conseille, il y a une jauge de prix qui est conseillée, mais après, chacun a quand même ses prix, on reste quand même assez libre de ce côté-là. Et après une dernière question, qu'on revienne sur le support, une question de la part de Julie, qui fait écho d'ailleurs avec une autre question que j'ai vue passer, mais là que je n'ai plus sous les yeux. Donc Julie demande: «Comment déposer une offre VAE, pour être référencée, au RNCP?» Est-ce que c'est possible déjà? Juste en VAE Oui, déposer une offre VAE, ou sur le RNCP. Non, ça n'existe pas dans le sens où en fait il vaut, enfin, on préconise quand même de faire une RNCP en entier. On la propose, mais pas forcément que sous format VAE. Souvent, on va quand même l'avoir en action de formation et en VAE. Il faut quand même qu'il y ait une vraie logique derrière. Et qu'il y ait une vraie demande souvent en fait pour France Compétences, le fait que vous déposiez une formation, c'est qu'il y a une demande et donc souvent on fait quand même de l'action de formation mélangée à de la VAE et vous avez deux publics différents, mais pas forcément qu'avec de la VAE. Mmh. En fait, le point de départ, Après, tout est possible, hein. Vous pouvez très bien. je te laisse terminer, parce que du coup, Je te laisse parler, vas-y. ah vas-y, OK. Ah, Heu, c'est possible. Après, on peut avoir des. Je vas-y, finis, c'est bon, vas-y. je termine. Donc, c'est des choses qui peuvent être possibles et envisageables, mais c'est vrai que c'est pas la première recommandation. Mmh. Moi, de ce que je comprends, c'est que le point de départ pour accéder à ce répertoire, c'est l'action de formation et que lorsqu'on présente ça à France Compétences, il y a davantage de chances que le projet soit accepté puisque, il répond à un besoin de monter en compétence, à un projet professionnel qu'il y a derrière, ce qui va être moins le cas de la VAE qui, heu, n'aura pas les mêmes objectifs. Tout à fait. Alors je vais, revenir sur les résultats du sondage. Alors, à 40 les participants souhaitent enregistrer leur propre certification, professionnelle sur, l'un des 2 répertoires, donc RS ou RNCP. À 31 c'est de proposer des actions éligibles de droit, donc soit au travers de la VAE, soit au travers du bilan de compétences. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, votre périmètre de certification Calliope le permet? Auquel cas, il faudra peut-être réaliser, une adaptation du certificat et enfin à 29 c'est se faire habiliter par un certificateur professionnel, qui lui, sera déjà, enregistré sur ce répertoire et qui va, heu, vous emmener là où vous souhaitez, plus rapidement.
Alors merci pour ces réponses. Peut-être, Nils, un commentaire sur ce qu'on peut Oui, observer actuellement? ouais, c'est intéressant enfin, ce résultat, ce sondage. Effectivement, en fait, Calliope, c'est vraiment le point de départ. C'est la base de toutes les certifications possibles et imaginables en termes de formation. Le circuit process naturel, c'est ensuite de passer à EDOF. Et ensuite, une fois qu'on a EDOF, on peut se faire habiliter par un certificateur pour un titre RNCP ou une formation RS. Et cela va nous servir aussi pour pouvoir enregistrer une formation au RS ou au RNCP. Donc, il y a vraiment une suite logique là-dedans, dans ces résultats. Donc merci pour ces compléments, Nice. Donc, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais j'insiste dessus une dernière fois. Donc, avec le CPF, vous accédez bien à un financement qui est unique. Le point de départ, c'est la certification Calliope qui, elle, va vous donner accès à d'autres types de financement, comme au travers des OPCO, les États, l'État, les régions et France Travail. Et donc là, on aborde l'axe du CPF. Donc pour accéder à ça, vous avez pour commencer avec Calliope, un parcours qui se structure en 5 étapes. Donc, la première étape pour vous, lorsque vous souhaitez vous engager dans un parcours de certification avec ICPF, c'est déjà d'effectuer une demande de certification. Donc, nous avons la plateforme Noé qu'on vous propose pour effectuer cette demande de certification. Une fois que la demande est effectuée, donc ça prend entre 5 et 10 minutes, vous recevez une proposition dans laquelle vous avez une date d'audit. Cette date, donc elle vous est réservée, pendant 72 heures, le temps que vous puissiez prendre votre décision sur, la suite de votre parcours. Vous pouvez la signer. Une fois signée, la proposition va se transformer en contrat de certification. La date est validée et vous entrez dans la préparation de l'audit. Donc là, nous proposons des options au travers de la plateforme ou avec un auditeur, avec un pré-audit notamment. Une fois que vous êtes prêt, donc l'audit a lieu. C'est, généralement un audit qui va durer une journée, et à la suite de l'audit, dans certains cas, vous allez pouvoir déjà savoir si, le certificat sera obtenu, tout de suite puisque dans certains audits, il y a 0 non-conformité. Alors il peut y en avoir, d'identifiés. Ce ne sera pas le synonyme d'un échec, puisque la réglementation permet d'identifier des non-conformités et de les traiter post-audit. Donc là, il n'y aura pas besoin de refaire un audit, mais vous pourrez les traiter par l'envoi de preuves. Et donc voilà, vous arrivez maintenant à l'étape de la certification, après traitement des éventuelles non-conformités. Et une fois que ce certificat est obtenu, vous pouvez maintenant vous pencher vers les étapes complémentaires qui sont celles de l'accès à EDOF avec l'accès au CPF. Et donc, on a vu avec le sondage qu'il y a des organismes qui souhaitent accéder au CPF avec leurs actions éligibles de droit, notamment au travers de la VAE ou du bilan de compétences. Certains organismes n'ont pas encore ces catégories de rattachées à leur certificat. Donc là, il faudra reprendre le même parcours à partir de l'étape 5, de refaire une demande de certification pour passer un nouvel audit, qu'on appelle audit d'extension, et qui va en fait concerner uniquement la catégorie que vous visez. Donc vous n'aurez pas à reprendre comme au tout début, donc on est bien sur le même certificat, mais on va pouvoir étendre le périmètre avec l'action qui est visée. Donc pour arriver jusqu'ici, donc le coût de la certification Calliope, c'est en moyenne 1 190 €. Dans ce tarif-là, vous comprenez la durée de l'audit pour 995 € et des frais techniques qui sont liés aux frais de dossier, donc la gestion par un assistant à la certification de votre demande. Et après la certification, donc ce qui correspond au maintien du certificat, également au travers de l'audit de surveillance, l'audit de renouvellement, nous avons mis en place un fonctionnement par passe annuel. Donc, tous les ans, vous payez une somme fixe qui correspond au maintien de la certification pour ce faire. À côté, vous avez des options. Donc, en amont de la certification ou après,
que vous avez en bas de l'écran. Donc, élaboration, là, on est sur une option qui vous offre un espace documentaire pour préparer vos éléments de preuve. Le pré-audit, j'en ai parlé. L'assurance report, si jamais vous pensez devoir replanifier l'audit. Donc là, ça vous permet de replanifier sans frais en plus. Et les frais de déplacement de l'auditeur en fonction de votre lieu d'intervention et du lieu de l'auditeur. Donc, une fois que la certification Calliope est obtenue, on se remet dans le projet d'accès à la plateforme EDOF pour le CPF. Et donc, dans ces projets-là, généralement, il y a un certain nombre d'erreurs. Donc là, il y en a 5 principales qui sont identifiées. Quelles sont les principales erreurs, Justine, qui sont commises? Hop, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Alors, du coup, les erreurs les plus fréquentes, c'est que, donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet du contenu de la formation. C'est vraiment les éléments qu'il ne faut pas du tout négliger quand on veut déposer son offre. Il faut vraiment avoir des objectifs qui sont quand même assez clairs, qui sont reliés à des situations de travail ou des enjeux métiers. Donc voilà, l'erreur numéro 1, c'est les objectifs flous ou non professionnels, qui ne correspondent pas du tout à des situations professionnelles. Le deuxième, ça va être des compétences qui sont non formalisées. Ici, on attend quand même des compétences attendues qui sont évoquées, qui permettent une vraie montée en compétences et qui sont mesurables et atteignables par des évaluations. Le troisième, c'est que l'évaluation n'est pas du tout cohérente avec, par exemple, les objectifs ou les compétences évoquées. Il faut quand même, les évaluations ont pour but de venir vérifier que la compétence a été comprise et validée, et donc du coup qu'on valide l'objectif qui est un lien direct. Un manque de traçabilité. Donc là, ça va être tout ce qui est au niveau du suivi de la formation, les évaluations, le besoin de l'apprenant, les évaluations à chaud, à froid, et également les preuves de contrat écrit, par exemple. Et ensuite, la confusion entre un accompagnement et une formation. Le dispositif, ça relève beaucoup plus d'une action de formation que plus un accompagnement. Et donc, dans le parcours pour accéder à EDOF, donc, ou de ce que j'ai compris, vous le voyez en 4 étapes. Donc, la première, c'est la structure de l'offre de formation. C'est vraiment pour s'assurer que le projet va répondre à un besoin réel sur le marché du travail. Donc, quelles sont les sous-étapes, on va dire les sous-catégories de de ce premier point de créer en fait l'offre à enregistrer, à faire référence? Bon, après, donc du coup, dans l'étape numéro 1, les 4 grands points qu'on va voir là, c'est normalement des choses qui ont été déjà validées en amont si donc on a la certification Calliope. Peut-être que parfois on va demander des réajustements ou de l'améliorer, mais les bases sont déjà normalement présentes. Donc le premier, ça va être des objectifs qui restent professionnels, qui permettent de décrire des résultats concrets attendus en situation de travail, donc qui permettent vraiment de garantir une qualité de la formation, des compétences visées, qui permettent donc d'atteindre les objectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, un programme de formation qui permet vraiment de suivre le parcours de la formation de A à Z avec des vrais modules de formation et leur contenu qui vont avec. Et par la suite, donc, les modalités pédagogiques et d'évaluation. Donc, quels sont les outils pédagogiques qu'on utilise pour réaliser cette formation et quels sont les différents formats d'évaluation et est-ce qu'ils sont cohérents, est-ce qu'ils permettent une vraie validation des compétences et donc des objectifs. Et ensuite, Donc là, voilà, avec ces 4 points, on aura... En fait, il y a l'étape 2 hein, qui est celle de structurer, de sécuriser le cadre réglementaire. Quels sont les points à retrouver dans cette étape?
Alors, les points, ça va être donc dans un premier temps avoir la certification Calliope qui est validée. Donc, la deuxième, c'est l'exigence spécifique du CPF, donc respecter les règles qui encadrent donc la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des formations CPF. Ensuite, la traçabilité des actions. Donc, il faut là mettre en place un suivi, quel qu'il soit. Voilà, c'est quand même libre d'accès, c'est juste qu'il faut le prouver avec des preuves tangibles et réelles. Et par la suite, du coup, une obligation d'information aux bénéficiaires. Il faut que l'information soit accessible à l'ensemble des bénéficiaires de la formation. Alors, il y a des interrogations sur la différence, notamment pour Anne, entre le RS d'un côté et RNCP de l'autre. Qu'est-ce qui distingue ces deux répertoires? Alors, les deux répertoires, le RNCP, ça va être un métier. On achète une formation pour avoir un métier, par exemple comptable. On veut devenir secrétaire. Ce sont des vrais métiers. À la fin de cette compétence, on a un métier pour aller du coup postuler dans les entreprises. Alors qu'une RS, ça va être plus une montée en compétence. Je ne sais pas, par exemple, se perfectionner sur les tableurs Excel. Vous êtes comptable et vous avez besoin, vous manquez de compétences sur le domaine de Excel, ben, du coup, vous allez chercher des formations qui vous permettent du coup de monter en compétences de ce côté-là. Euh, voilà, je ne sais pas Mm. si c'est clair. Il y a une question de la part de Jordan sur, alors c'est plutôt en rapport avec l'étape 1, qu'est-ce qui est attendu pour prouver que la demande est bien présente en termes de besoins sur le marché, et qu'est-ce qui peut être utilisé pour apporter ces éléments de preuve? Alors, ça, c'est plus au niveau, attention, parce que là, il y a une confusion. Euh, le fait de montrer que c'est une formation avec des vrais besoins aujourd'hui sur le département ou d'un point de vue national, ça va être plus si on dépose un dossier auprès de France Compétences pour avoir la certification RS ou RNCP. Au niveau du CPF, ça va être plus ce que je vous ai dit, le programme avec vraiment le vrai projet de formation avec à l'intérieur, du coup, les objectifs, le contenu de la formation, les outils qui ont été utilisés, les méthodes d'évaluation, le programme vraiment ficelé en entier, mais pas forcément les besoins. Les besoins, ça va être au niveau de France Compétences parce que France Compétences, en fait, ont déjà énormément de formations et c'est la question première, c'est est-ce qu'on rajoute cette formation, est-ce qu'elle a une vraie utilité aujourd'hui en France? Est-ce que c'est une formation qui va être demandée ou non? Et donc là, du coup, on va demander des ressources, des questionnaires ou des personnes qui ont participé déjà à la formation et que vous avez des vrais résultats derrière. Donc là, bon, de ce que j'ai compris, c'est que le projet de Jordan, c'est justement de faire enregistrer son offre sur l'un des deux répertoires. Donc là, il va D'accord. avoir à produire des éléments et il se demande ce qu'il pourra utiliser pour justifier que son offre répond bien à un besoin sur le marché. Ben, par exemple, des métiers novateurs, on peut voir du coup par rapport à des références clés qu'aujourd'hui il y a des nouveaux métiers. Si par exemple sa formation elle correspond à un métier en particulier, ben, il va venir du coup coller les compétences par rapport à ça. Puis son passif, si par exemple, je sais pas, l'année dernière il a formé 150 personnes sur cette formation-là, bon, ben, c'est qu'il y a une demande. Par contre, il dépose le dossier, il n'y a eu que 3 personnes et ça fait 4 ans qu'il est ouvert sur cette formation-là. Bon, ça peut être dû aussi à un manque de commercialisation, mais ça répond aussi au fait que c'est peut-être pas un vrai besoin derrière. Il y a plusieurs indicateurs, on pourra revenir dessus Hmm. euh, plus spécifiquement sur un autre webinaire, peut-être RS et RNCP, mais il y a quand même des grosses étapes à franchir pour monter les dossiers.
OK. On va déjà parler de l'étape 3 du parcours pour déposer l'offre, sur Edof. Quels sont les points essentiels? Alors, le premier point, donc déjà, c'est de déposer son offre sur la plateforme et donc suite à ça, donc si vous déposez l'offre, c'est que vous avez déjà créé votre programme avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des objectifs, etc. C'est que déjà les 2 premières étapes sont validées de votre côté pour être sûr en fait par la suite ne pas avoir de refus. Donc suite à ça, dès que la validation est faite, vous déposez votre dossier et le dossier va être analysé et transmis donc du coup, voilà, il va être transmis. Et au niveau de la troisième étape, ensuite, on va avoir des retours avec donc ou des réajustements ou alors, le cas échéant, vraiment un refus de la demande. Mais ça se fait rare aujourd'hui. Euh, et donc, suite à ça, quand on réajuste, on renvoie la documentation et on est référencé, on a le référencement de notre offre. Donc dans certains cas, en fait, les étapes, enfin le point 3 et 4 peuvent être facultatives si, le point de sortie de l'analyse en premier lieu est, l'acceptation du dossier et donc le référencement de l'offre sur la plateforme. C'est ça. OK. Et Mais oui, du coup, vas-y. ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, le dépôt, d'une manière générale, ne veut pas forcément dire qu'il y a une validation derrière. Il y a un vrai contrôle qui est fait. Et comme pour le Calliope, on a des surveillances qui sont faites quand même sur Edoff. Donc ça veut dire que si, je ne sais pas, au bout de 6 mois, on voit que votre offre ne correspond plus réellement ou qu'il y a des choses qui ont été modifiées, vous pouvez perdre votre référencement. Mmh. Après ça, Il je faut pense que du coup, garder ça de fait la le rigueur. lien avec, l'étape 4 qui est celle du suivi, et de la pérennisation de C'est l'offre. Finalement, quand l'offre est référencée, à quoi doit ça. s'attendre l'organisme pour qu'elle reste bien disponible, pour, les titulaires du CPF? Mais du coup, la mise à jour de son offre, donc s'il y a des choses qui ont été modifiées ou qui ne correspondent plus réellement à la montée en compétences, par exemple, on peut directement le modifier, anticiper les contrôles, donc avec l'ensemble des preuves, récolter ce qui nous convient pour montrer qu'on a fait un vrai suivi, des vraies évaluations et continuer de s'adapter aux évolutions du CPF qui, du coup, continuent de se modifier. Donc, il faut continuer à faire de la veille et, et pouvoir de suite adapter sa démarche. Donc je pense que dans les cas les plus attendus, c'est plutôt de choisir, le cap de faire enregistrer soi-même son offre, hein. C'est ce que je vois dans les échanges. Donc on va prendre du temps, sur la partie questions, pour, vous apporter plus de précisions sur ce que vous devez faire pour arriver jusque-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, l'accompagnement, pour, l'enregistrement va dans tous les cas vous permettre, d'être plus efficace. Généralement, les organismes qui décident, d'y aller tout seuls sont, des entreprises qui bénéficient de plusieurs personnes qui peuvent se dédier vraiment sur ce projet-là. Et même dans tous les cas, dans certaines entreprises qui ont, les moyens humains de se lancer, préfèrent faire appel à un accompagnateur pour, avoir cette réelle expertise. Et donc en conclusion, Justine, quels sont les points essentiels sur, ce sujet du référencement? Alors, que Edov, c'est pas une simple plateforme où on y dépose ses formations pour pouvoir vendre sa formation. Il y a quand même un vrai suivi à faire. Euh, il faut faire vivre sa formation sur Edof avec du coup les éléments qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Toutes les formations ne sont pas forcément éligibles au CPF. Il y a donc une vraie rigueur à tenir et
que si votre offre dès le départ elle est mal structurée ou qu'elle est mal formalisée, qu'il manque des éléments, elle ne peut pas du coup avoir son référencement directement sur EDOF. Un référencement n'est jamais définitif, il ne faut pas le prendre pour acquis parce qu'il peut être validé en entrée de dépôt du dossier, mais avec le temps, il peut vous pouvez être déférencé si par exemple une nouvelle loi pour le CPF rentre en vigueur et que du coup vous n'avez pas tenu compte et que du coup vous ne faites pas les modifications qu'il faut faire sur votre formation. L'EDOF, c'est un levier, mais ce n'est pas une obligation. Le CPF, aujourd'hui, c'est un vrai choix stratégique de financement. Il y a d'autres financements qui sont possibles. Donc, si vous n'êtes pas prêt à avoir cette rigueur-là et à faire ce qu'il faut pour pouvoir accéder à ces financements-là, autant en choisir un autre. Mais par contre, ça peut être un vrai levier stratégique si vous gardez du coup votre référencement avec les DOF et donc les accès directs au CPF. Alors, sur le sujet du choix de l'offre, je vois qu'il y a des interrogations dans l'espace, notamment une personne qui réalise des formations sur le domaine du massage. Heu, Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'organisme, à partir de son activité, savoir si il y a la possibilité de passer par le financement CPF sans, je pense, réinventer ou restructurer son activité? Euh, Ben, je pense qu'il n'y a pas forcément euh, de, de complications de ce côté-là parce qu'il peut y avoir un vrai besoin au niveau du CPF. Déjà, peut-être regarder ce qui se fait sur le catalogue de mon compte formation, voir les possibilités qu'il y a et sans pour autant changer. De toute façon, je pars du principe que on est souvent copié, mais on s'inspire des autres. On peut avoir des manières différentes de construire sa formation, des modules qui sont différents, qui peuvent être similaires également, mais sur lesquels on va plus loin ou qu'on dérive sur peut-être différents massages. Et au niveau des évaluations aussi, on peut très bien partir sur des évaluations qui sont totalement différentes ou des exercices, des outils pédagogiques qui sont novateurs par rapport à ce qu'on peut voir directement sur la plateforme EDOF. Enfin, Donc CPF du coup. en fait, on peut par définition tout, tout faire enregistrer sur EDOF à condition que, il y a un besoin, sur le marché. C'est ça, tout à fait. Et du coup que en fait on trouve une certification qui nous corresponde pour pouvoir avoir ce référencement-là. Alors j'ai plus le prénom, en face de moi, mais une personne se demandait si, pour accéder à EDOF, il faut être le premier sur, la formation ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs offres déjà existantes et quand même arriver à faire référencer son offre sur la plateforme? On peut avoir déjà plusieurs offres et réussir à faire référencer sa formation. Comme je vous le dis, parfois il suffit juste on n'a peut-être pas tous la même vision, peut-être si on reparle du massage, euh, de la formation pure et dure, de comment est le procédé, comment vous accueillez votre clientèle. Est-ce que vous mettez un module sur de l'hygiène ou pas? Peut-être que d'autres ne le feront pas. Sur comment du coup vous accueillez votre client, comment vous faites le massage, les techniques que vous utilisez, les crèmes que vous utilisez. Vraiment, ça va être de la vision. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'une formation, ça reste assez humain. Il y a un humain derrière, il y a un formateur derrière qui anime la formation. Il faut que cette formation lui parle et qu'elle corresponde à ses valeurs et à ses exigences à lui. On ne court pas forcément qu'après un référencement et après une certification. On parle d'une vraie formation qui vous ressemble et qui permet de montrer du coup votre singularité sur cette formation. Ce n'est que mon avis.
Donc on peut avoir, 2 offres similaires, mais qui doivent quand même se distinguer, sur un point. Que ce soit l'approche, les valeurs, Oui, autre chose. c'est ça, sur la technique, par exemple, il y a plusieurs styles de massage aujourd'hui et on peut avoir plusieurs formations parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes techniques. On peut avoir les pierres chaudes, on peut avoir, je sais pas, je suis pas une très grande connaisseuse non plus en massage, mais on peut avoir plusieurs techniques, comme par exemple, je sais pas, un comptable n'utilise pas forcément toutes les techniques. Il y a la base de la base bien entendu, mais on peut avoir des outils, par exemple, qui diffèrent d'une formation à une autre parce que ce sont des expériences différentes. Le formateur utilise souvent son acquis et son savoir pour pouvoir construire sa formation et c'est ce qui fait la singularité de sa formation. Et bon, c'est une question de Lionel. Qu'en est-il des, certificateurs professionnels qui valident des formations et la proposent à des OF qui, ont un module identique et qui peuvent ainsi porter la formation proposée moyennant commission? Alors du coup, là, qu'est-ce qu'il entend dans cette question? Est-ce qu'on parle plutôt du certificateur ou des formations qui ont été proposées? Bah, Parce que on peut très bien en fait, à la base, un certificateur a une formation, mais par exemple, moi, demain, j'ai ma propre formation de massage, et toi, Thomas, tu veux la faire référencer sur... tu es ma sœur et tu as une formation, mais tu peux pas, parce que tu n'as pas de référencement, tu peux très bien... on peut très bien faire un partenariat ensemble. Tu deviens du coup sous-traitant sur cette certification-là, mais tu viens me proposer peut-être des manières différentes. Elle n'est pas forcément identique. Moi, j'ai ma base et toi, par exemple, tu peux très bien avoir ma base et agrémenter par d'autres exercices, d'autres outils. C'est vraiment ça qu'il faut voir. On peut vraiment tous partir de la même base, mais utiliser des choses différentes. Oui, Lionel, votre offre reste votre offre. C'est vous qui allez devoir démarcher des certificateurs dans votre branche et qui, du coup, pardon, Thomas, je viens de voir son commentaire, donc je réponds Mmh. dans la foulée, mais allez démarcher des certificateurs pour vous montrer votre projet de formation et qui correspondent à leurs valeurs. Vous pouvez avoir des refus comme des validations directement parce que le projet leur convient et ils peuvent après garder eux leurs exigences. C'est à vous, voilà, c'est une vraie collaboration entre les deux. Alors des questions, aussi sur, ce que vous proposez, docteur Certif, notamment, alors une question générale qui, sur laquelle vous pouvez vous positionner. Quel est le coût d'un accompagnement? Et une question de la part de Maëva, donc qui se demande ce que vous proposez en termes de prestations, savoir si, vous faites de l'enregistrement, enfin, si vous enregistrez les formations sur RSCH ou si vous mettez la formation sur EDOF, voilà, qu'est-ce que vous faites? On fait, on fait tout ce qui vient d'être demandé. On enregistre autant des titres sur France Compétences, que ce soit au répertoire spécifique, que ce soit au répertoire national. Évidemment, comme on l'a vu, il est absolument nécessaire d'ouvrir son compte EDOF, donc on fait des accompagnements à l'ouverture du compte EDOF. J'ajoute une petite chose qui a quand même, malgré tout son importance. On voit que c'est quand même un sujet relativement complexe. Ce type de montage pour ce dossier EDOF, c'est quand même extrêmement minutieux. Donc, quand on le fait seul, ça peut paraître complexe parce que ça l'est et ça peut être long. Donc, en revanche, être accompagné sur ces sujets, ça permet vraiment de gagner un temps fou. Grosso modo, pour donner un chiffre concret, on est sur un retour de la Caisse des dépôts et consignations, donc pour l'ouverture des DOF, en 2-3 mois. Donc oui, on vient s'occuper de l'ouverture du compte EDOF, on vient enregistrer des formations sur France Compétences et évidemment, on peut se servir de liens aussi, ça c'est souvent utilisé par les organismes de formation avec lesquels on travaille, pour trouver des certificateurs qui vont
habiliter donc l'organisme de formation à utiliser telle ou telle formation enregistrée par le certificateur. Donc voilà, on fait ces 3 choses-là. Et en termes de coûts? En termes de coûts, bah, écoutez, pour l'ouverture d'un compte EDOF, ce qui correspond en fait, finalement à l'ouverture, à l'activation de l'accès EDOF, pour l'organisme de formation et donc d'avoir un accès EDOF opérationnel, plus un EDOF déposé et traçabilité, donc avec, les captures mail, le portail et cetera. On fournit aussi un pièce et guide interne premier pas EDOF et une première fiche d'offre CPF qui soit prête à publier. On est sur 890 € hors taxe. Sur l'enregistrement des formations sur France Compétences, au répertoire spécifique, on est sur un coût de 5 900 € hors taxe et au RNCP, on est sur 7 900 € hors taxe. Et ensuite, en ce qui concerne la recherche de certificateurs qui vont pouvoir habiliter l'organisme de formation à obtenir le CPF finalement, là, on est sur 1 000 € hors taxe. Merci, Nils pour ces réponses. Donc alors, j'ai changé la slide, mais on était déjà quand même bien engagé dans, la séance de questions-réponses. Il nous reste encore une vingtaine de minutes pour, traiter les questions. Alors je vous fais quand même quelques rappels avant la fin de la présentation. Donc, pour, les personnes qui, ont un projet de certification, vous avez, notre équipe, ICPF qui est disponible, dès maintenant, pour, effectuer, un appel téléphonique. Vous avez le numéro qui s'affiche, à l'écran, le 01 82 83 56 40 et aussi la possibilité de prendre, rendez-vous avec, l'une de ces personnes pour effectuer vos démarches. Ensuite, donc quelques rappels aussi, vous allez recevoir à la fin de la présentation le support de présentation ainsi que le replay. Donc pour cela, vous allez, devoir compléter notre questionnaire de satisfaction dans lequel, on vous demande, un certain nombre d'informations, donc savoir ce que vous avez pensé du webinaire, la qualité du support, de l'intervention, du son, de la vidéo et cetera. C'est aussi l'occasion pour vous de, faire figurer, des nouvelles thématiques que vous souhaitez voir dans de prochains webinaires et donc à la fin de ce questionnaire, vous avez 2 liens pour accéder à tout ce qu'il vous faut. Donc on va revenir donc sur les questions. Une question de Sophie, qui sont les certificateurs? Alors avant de répondre, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité pardon, de voter pour, les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Comme ça on pourra, traiter celles qui vous intéressent le plus, que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir, sur les 20 minutes qui nous restent. Alors la question de Sophie, qui sont les certificateurs? Tout dépend si vous cherchez des certificateurs qualité. ICPF, en est un parmi, la trentaine qui existe à peu près aujourd'hui sur le marché. Et après pour les certificateurs professionnels, vous devez pouvoir retrouver une liste à partir du site de France Compétences qui va, lister, tous les certificateurs aujourd'hui qui sont, enregistrés et donc il y a un annuaire, par, certification. Donc là, vous pouvez vous rendre sur, leur site directement. Question de, Stéphanie: «Comment inscrire sa formation au RS? Y a-t-il un site spécifique?» Pour le RS, c'est la plateforme de France Compétences. Et pareil d'ailleurs pour le RNCP, faut passer par le même site. C'est eux qui vont évaluer, les dossiers. Question suivante. Alors je vais effectuer un tri par vote. On avait la question de Jérémy qui avait été la plus votée. Alors la question a été traitée, mais peut-être qu'on peut faire une synthèse sur le sujet. Jérémy demandait comment faire pour faire certifier pardon, sa propre formation, quelle démarche entreprendre? Donc, en en une phrase peut-être, Justine, revenir sur ce point. Alors, du coup, il faut monter un dossier avec plusieurs éléments. Donc là, il va y avoir des données chiffrées sur votre expertise à vous, vos compétences
en tant que formateur, la formation, comment elle est construite, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, quels sont les objectifs, le contenu, les outils pédagogiques qu'on utilise. Est-ce que le centre de formation a plusieurs formateurs qui interviennent sur cette formation? Si oui, quelles sont leurs compétences et leur expérience? Est-ce que cette formation a un réel besoin aujourd'hui en France? Et aussi tout ce qui va être donné chiffré sur vos formations passées, donc la même formation, hein, pas votre catalogue, donc celle que vous voulez faire certifier. Donc du coup, les dernières années, combien de stagiaires vous avez eu, quelle est la satisfaction, combien ont trouvé un emploi par la suite si c'est un RNCP, pour une ERS, du coup, la validation et du coup, si vous avez des témoignages, etc., de vos anciens bénéficiaires. Ah, une question de Donc suite à ça, on dépose Hervé. le dossier. Je te laisse finir ta réponse, Justine. Je sais qu'on a un décalage. Je pensais que tu avais terminé ta Donc, réponse. voilà, suite à ça, on va déposer le dossier sur France Compétences, donc avec tous les éléments attendus, et donc on aura un retour en fonction du temps de latence. Ça peut être entre 3 et 6 mois, ça dépend du nombre de certifications qui sont déposées en même temps que la vôtre. Alors, J'ai fini. Ok. Merci pour le signal. Question de Hervé qui se demande, alors en toute sincérité, si en tant que formateur, étant seul, il est possible de mener un projet d'enregistrement au RS ou RNCP. Est-ce que c'est atteignable, réalisable, pour arriver jusqu'à EDOF ou CPF? Et combien de temps ça prend en étant tout seul? Ça dépend de l'intensité qu'il va pouvoir mettre Hervé dans son travail, mais grosso modo, une personne, nous, on le voit par expérience. Alors, je pense que ça a coupé. Est-ce que Justine, tu peux prendre la suite sur la réponse? Je pense qu'il y a un problème de Oui, connexion du côté de Niels. oui, tout à fait. Alors bon, du coup pour les DOF, ça va dépendre, hein. On peut tourner autour de pour la création et le dépôt, je dirais une bonne semaine, 2 semaines de travail. Après, ça va dépendre du coup des modifications qu'il y a à faire. Après voilà, c'est chacun sa rapidité, l'intensité qu'on y met, le temps qu'on y met derrière, et puis la formation aussi. Si elle dure un jour ou 5 jours, c'est différent aussi au niveau de la création du dossier. Et pour ce qui est RS, RNCP, c'est pareil, c'est dur de quantifier quand on n'a pas réellement la formation, mais je dirais en moyenne entre 2 mois, je dirais vraiment de création du dossier. Et après, voilà, ça va dépendre aussi des retours qu'on a de France Compétences, combien de temps ils mettent à nous répondre, si ça a été validé du premier coup ou s'il y a des modifications à apporter derrière. Mmh. Et Alors, ça dépend aussi de votre formation, si c'est une formation longue ou courte. donc la réponse est que c'est réalisable, mais que ça prend du temps et il faut Oui, aussi, je pense, savoir arbitrer entre, l'activité, hein, de formation et après les projets que vous avez à côté, savoir si vous êtes prêt à investir, ce temps-là, à et ne plus, effectuer votre tout à activité de fait. de formateur. Bon, Tout à Nils fait. est Et revenu après, parmi nous, souvent, peut-être un en problème. étant seul, en étant seul, c'est faisable, mais d'avoir l'expertise d'un expert dans ce domaine-là, c'est souvent quand même conseillé, surtout pour tout ce qui est RS et RNCP, parce que ça demande quand même beaucoup de temps et la tournure des phrases, comment on propose le projet, ça a quand même son importance. Je ne sais pas si on m'entend, Thomas.
Oui, on t'entend. Juste, vraiment, Oui, c'est important pour Jérémy. C'est vrai qu'il a son activité de formateur. Voilà, à voir s'il peut juguler, s'il peut avoir assez de temps pour pouvoir lui-même monter son dossier France Compétences, EDOF, CPF. C'est faisable, mais juste un chiffre. Nous, par expérience, on sait qu'une personne seule, c'est entre 9 mois et 1 an pour arriver à tout ça. Euh, voilà, quand on accompagne nous, nos clients en 6 mois maximum, c'est fait tout ça. D'ailleurs, pour rester sur la notion de délai, on a la question de Lionel qui s'intéressait à une étape plus précise du parcours. Combien de temps prend l'étape 3? Alors, je l'ai plus en tête, l'étape, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans l'étape 3? Part du refus EDOF en décembre avec des documents identiques. Alors, pardon, je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais l'afficher à l'écran. Combien de temps prend l'étape 3, refus EDOF en décembre avec des documents identiques à ceux envoyés pour le RS? Bah, si je peux me permettre de répondre là-dessus, ça dépend sur, sur qui on tombe, la Caisse des dépôts et consignations. Mais grosso modo, une fois que vous avez déposé votre demande d'ouverture de compte EDOF, si vous avez un refus, généralement, ils vont être réceptifs sous 2-3 semaines pour refaire une nouvelle demande ou une amélioration des pièces. OK. Toujours sur, une notion de traitement de dossier. Donc là, on est sur, la situation de Cédric. Suite à un contrôle EDOF, j'ai dû répondre à l'indicateur 8.1. L'OF ne présente pas un positionnement prix de l'action de formation anormalement bas ou anormalement haut. Au regard du prix, moyen pratiqué dans, la profession, donc comment savoir si le prix qui est proposé par l'organisme correspond, à la moyenne du marché, heu, sans avoir à prendre un contrôle qui aboutit sur ce point? Je te laisse répondre, Justine, ou parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des oui. réponses quand même Ben, sacrément tarabiscotées de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut savoir vraiment lire Entre les lignes. entre les lignes. C'est vraiment pas évident. Donc c'est pour ça qu'en fait, une phrase comme ça sortie de son contexte, ça mérite en fait d'avoir un droit de regard sur l'entièreté du dossier. Euh, c'est c'est- c'est intéressant. Ça arrive souvent, en fait, des réponses comme celle-ci. Donc, il faut se poser, regarder l'entièreté du dossier. Euh, S'il a besoin, il peut nous appeler. On essaiera de lui donner un petit coup de main. Oui, et puis après, du coup, pour y répondre plus techniquement, là, on parle de prix. Donc, ce qu'on veut voir, c'est plutôt où le prix est beaucoup trop haut, mais on parle de très haut, une fourchette beaucoup trop haute, et à l'inverse, beaucoup trop basse. Ce qu'on veut voir, c'est qu'on reste dans les prix moyens de la concurrence. Donc, du coup, ben, pour savoir à peu près si nos prix correspondent au marché, il faut quand même faire une étude de marché, voir ce qui se fait autour au niveau de cette formation-là, pour ensuite, du coup, baser son prix. Alors, une question de Bastien. Beaucoup de centres proposant alors la question n'est plus sous les yeux. Elle a filé. Je ne la vois plus, je pense que je vais la retrouver en un instant. Voilà. Beaucoup de centres proposant des offres CPF se voient contrôlés par la Caisse des dépôts, puis se font geler leur paiement. Il serait apparemment préférable de rester en dessous des 100 cas de chiffre d'affaires mensuel. Est-ce vrai? Je ne sais pas si c'est une réalité, mais c'est aussi souvent ce que j'ai entendu. On a déjà eu des clients qui se sont fait contrôler pour leur CPF et effectivement, ils avaient un chiffre d'affaires qui était relativement supérieur à 100 000 euros. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une certaine automaticité des contrôles lorsqu'on dépasse 100 000 euros. Voilà, encore une fois, si on fait tout dans les règles absolument parfaitement, bah, le contrôle se passe bien. Bah, sur le point du contrôle, je ne sais pas si, le sujet est celui des plus ou moins de 100 cas à l'année. Mais il y a un sujet après sur,
tout ce qui va être déclaration, sous-traitance, notamment jusqu'à fin 2025, il y avait, l'obligation d'effectuer une déclaration de sous-traitance, même si vous n'aviez pas d'ailleurs de sous-traitant. Et donc, l'État a mis en place, enfin, la Caisse des dépôts a mis en place ces contrôles-là pour, les organismes qui, faisaient appel à des sous-traitants, mais qui allaient au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc là, avec, la sous-traitance, ce qui est possible de faire, c'est, de leur confier jusqu'à 80 de votre, chiffre d'affaires réalisé. Donc vous avez 20 à faire vous-même et si vous ne respectez pas ces seuils, là, le résultat peut être celui-ci, c'est qu'il y a un contrôle qui ensuite découle sur un déréférencement de l'offre et enfin de l'organisme sur la plateforme. Après et c'est peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas sur, ce point de la sous-traitance, je sais que ça c'est en cours, actuellement. Ouais, mais ça, c'est une mise en place, relativement récente, mais je pense Ouais. que ce dont monsieur nous parlait, peut-être que ça datait de 2025 ou 2024, enfin, mais c'est vrai que c'est une question récurrente qui revient, en fait, chez les organismes de formation qui ont leur compte ouvert EDOF et qui sont au CPF. S'ils dépassent les 100 000 €, il y a souvent une automaticité du chiffre d'affaires et il s'avère que, en fait, vous avez, des organismes de formation qui parfois montent plusieurs organismes de formation pour avoir plusieurs comptes EDOF afin de pouvoir diluer leur chiffre d'affaires et ainsi de ne pas avoir de contrôle, automatique. OK. Merci pour, l'information. Alors, prendre une autre question posée par Virginie. En VAE, est-ce que France VAE et EDOF sont connectés automatiquement ou faut-il faire 2 démarches séparées? Et concrètement, combien de temps faut-il prévoir pour être référencé sur EDOF et activer le CPF? Alors pour la notion de délai, on l'a vu, on va peut-être, je pense, plutôt traiter le début de la question, sur le lien entre France VAE et EDOF, de l'autre. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, vas-y Justine, parce que j'ai Alors, il y a un lien, mais dans tous les cas, il faut quand même faire 2 démarches différentes. C'est comme pour tout, EDOF, a vraiment, sa structure, le dépôt du dossier et cetera. Ça ne se fait pas automatiquement à partir d'un autre site. C'est vraiment 2 démarches différentes. Même si, le contenu peut être le même, ça reste quand même 2 dépôts différents. Alors je suis, à la recherche de questions qu'on n'aurait pas traitées, parce que je vois qu'il y a des doublons. Si vous envoyez Justine ou Nils, je vous invite à les traiter directement en donnant bien le prénom de la personne OK. qui l'a posé. Là, j'en vois une de Anne, alors que je vais lire en même temps. Donc si je simplifie, je souhaite faire référencer mes modules de formation via un certificateur professionnel. Vu la complexité à le faire soi-même et n'étant pas capé pour cela, ma question, comment identifier les certificateurs et les coûts associés et calcul de ROI possible pour s'engager dans cette démarche? J'avais vu aussi notamment, la question de la rentabilité. Est-ce qu'il est rentable de faire appel à enfin de passer par un certificateur professionnel pour accéder à EDOF? Si je peux me permettre, je vais prendre la parole. En fait, Ouais, sur France Compétences, vous avez, en fait, tous les certificateurs qui ont déposé les titres RS et RNCP et donc en fonction du titre qui vous intéresse, il suffit de le noter dans la barre de recherche de France Compétences et vous allez trouver, en fait, les certificateurs qui sont les propriétaires de ces titres enregistrés sur France Compétences. À partir de là, vous les contactez et ils vont vous dire si oui ou non, déjà, ils acceptent de pouvoir vous habiliter votre organisme de formation à utiliser leur formation. Si ils acceptent à travers en fait un dossier que vous devrez leur fournir avec donc votre NDA, Calliope et l'ouverture du compte à EDOF, s'ils acceptent de vous référencer et donc de vous habiliter, ça voudra dire que ils vont vous faire une proposition. Cette proposition, elle sera chiffrée et le plus généralement, en fait, ce sont des frais de dossier en fait par chaque apprenant. Encore plus généralement, c'est autour de 200, entre 200 et 250 € par dossier. Et le plus souvent, c'est que les certificateurs, afin de vous donner une habilitation,
ils veulent être rassurés sur le nombre de formations que vous allez dispenser. Et donc, dans ce cas-là, ils vendent souvent par paquet de 10. Alors, ça dépend encore une fois des certificateurs. Et donc, en fait, vous multipliez 10 par 250 et vous savez qu'il faut investir 2 500 € pour pouvoir obtenir finalement cette habilitation à cette certification. Ensuite, c'est un calcul finalement qui vous appartient dans votre business plan, à savoir est-ce que vous allez avoir beaucoup d'apprenants avec un certain montant de chiffre d'affaires et de faire une soustraction avec le coût que vous aura coûté l'habilitation à cette certification. Alors, on va prendre une dernière question. Il nous reste encore 1 minute avant de mettre un terme à la diffusion. Question de Jérémy. Est-il possible de choisir les 3 stratégies afin de s'inscrire sur EDOF en fonction des différentes actions de formation que l'on souhaite proposer? Donc, je rappelle les 3 stratégies. La première, c'est avec Calliope, donc utiliser seulement les actions éligibles de droit. Donc, on a le bilan de compétences ou la VAE. Deuxième stratégie, c'est de se faire habiliter par un certificateur professionnel qui a déjà ses actions de formation enregistrées. Ou troisième stratégie, c'est d'aller avec votre propre offre, faire enregistrer cela donc sur les répertoires. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine, Niels, en fonction de ce qu'on a dit tout au long de cette heure et demie qui est passée? Alors, effectivement, c'est vraiment au choix de chacun. Soit on a la liberté et l'indépendance lorsqu'on enregistre sa propre formation sur France Compétences, que ce soit ORS ou RNCP, ce qui va vous permettre finalement en fait d'enregistrer donc votre formation avec vos modules de formation, et ensuite vous pourrez habiliter. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes détenteur propriétaire de ce titre RNCP ou RS, vous pourrez habiliter d'autres organismes de formation à pouvoir utiliser votre formation, et donc ce sera vous justement qui pourrez facturer les 250 € par dossier, par exemple. L'avantage, c'est que vous êtes indépendant, vous êtes libre dans la formation, et c'est vous qui pouvez choisir finalement les organismes de formation qui vont pouvoir utiliser vos titres et vos certifications. L'inconvénient, c'est que on l'a vu, c'est long, c'est chronophage, c'est un travail extrêmement minutieux que de parvenir à l'enregistrement d'une formation sur France Compétences. Et puis pour l'habilitation, c'est l'inverse. En fait, vous ne serez pas libre d'utiliser, donc vous devrez utiliser la formation de celui qui est détenteur du titre professionnel ou RS. Et vous devrez donc payer la cotisation par dossier. En revanche, cette habilitation interviendra plus rapidement auprès d'un certificateur qui a envie de vous habiliter à utiliser sa formation. Merci Niels. Justine, un complément? Bon, je sais, ouais, on m'entend. C'est très clair. Je pense qu'il a tout dit. Pour moi, après, ça dépend aussi d'un choix stratégique et financier. Euh, c'est tout dépend comment on veut faire évoluer son centre de formation et quelle stratégie on adapte au mieux. Mais du coup, Niels vient de l'expliquer. Merci, merci à tous les 2 pour cette dernière réponse. Niels, Justine, pour Merci Thomas. votre intervention de qualité donc sur la thématique EDOF et CPF. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir sur cette thématique. On va donc terminer sur cette présentation. On va conclure donc sur cela. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin pour les personnes présentes. Donc, on a eu un volume de questions assez important. On n'a pas été en mesure de
tout traité, malheureusement. Donc pour les questions restantes sur la thématique du CPF, vous avez surtout Docteur Certif qui est présent pour vous, puisque comme vous l'aurez compris, l'accès au CPF à EDOF ne fait pas partie du champ d'activité de ICPF. Nous, on est focus sur la certification qualité. En tout cas, si c'est votre projet, nous sommes disponibles pour vous guider vers l'obtention. Et pour le reste, ce sera avec Docteur Certif. Merci à vous. Peut-être un mot de la fin, Nils, avant de mettre un terme à tout Non, ça. merci Thomas de nous avoir accueillis. Merci à ICPF d'organiser ce webinaire qu'on a co-animé ensemble. Je voudrais remercier aussi Justine et puis surtout tous les présents qui sont restés jusqu'à la fin parce que sincèrement, c'est vrai qu'on est sur un sujet relativement épineux et complexe. Donc voilà, j'espère que toutes les explications auront pu être Ah. Bon, le mot de la fin, je pense qu'on l'aura pas. Un dernier problème de connexion, je pense, du côté de Nils. Mais voilà, je pense que vous aurez compris la conclusion. Et Justine, je te laisse ajouter un dernier mot pour prendre la suite de Nils et on pourra euh, mettre un terme à l'événement. D'accord. Merci déjà, oui, Thomas, pour cet accueil. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère quand même qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, lever certains freins. Après, voilà, faut pas hésiter à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées, que ce soit sur LinkedIn ou directement sur le PowerPoint qui vous sera envoyé. Faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux et répondre à vos questions qui est, je l'avoue, est un sujet très technique qui est Oui, parfois, on a du mal à le comprendre. en effet. Merci à tous et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.